Allô Maude, ça va bien? Allô Alice, ça va bien toi? Ben oui, ça va bien. Ça va toujours bien quand on enregistre les épisodes ensemble. J'ai toujours du plaisir à faire ça avec toi, puis à échanger, réfléchir. C'est réciproque. C'est réciproque aussi. Bonjour tout le monde. Bienvenue à un épisode spécial, en fait, où nous allons nous entretenir avec Marianne Baudin, qui est conseillère en orientation. Marianne, c'est une professionnelle, puis je dirais une amie aussi qu'on a rencontrée durant notre parcours au secondaire, puis on a fait affaire avec elle là, dans tout notre parcours de réorientation, dont on a parlé là, à l'épisode précédent. Puis là, vous allez dire, mais pourquoi, dans le fond, on reçoit une CO dans notre podcast? Il y a beaucoup de liens à faire, en fait, là. En fait, notre podcast parle beaucoup de détresse, parle beaucoup de questionnements. On essaie d'enlever les tabous sur justement les difficultés qu'on peut vivre dans notre parcours en médecine, puis comme médecin aussi. Puis on trouvait que c'était intéressant de présenter des professionnels de la relation d'aide qui peuvent nous aider là-dedans. Tu sais, Maud puis moi, on se le cachera pas, on a eu recours à de l'aide aussi dans tout notre parcours. Puis je pense que c'est important d'intégrer des idées de personnes ressources vers qui on peut aller chercher de l'aide. Puis souvent, on a l'impression qu'on va souvent se référer vers des psychologues, des psychothérapeutes. Mais je pense que l'offre d'aide elle peut être beaucoup plus grande que ça. Puis je trouve que la profession de conseiller en orientation, c'est une profession qui mérite d'être reconnue. Puis aujourd'hui, on va essayer de faire le pont justement entre cette profession puis l'aide qu'elle peut apporter aux étudiants en médecine, entre autres. Donc, voilà, puis c'est sûr que, tu sais, tout ce qui est profession de conseiller en orientation, ça touche beaucoup le sens au travail, ça touche le thème de l'épuisement professionnel, donc ça va être des thèmes qu'on pourra aborder avec Marianne aujourd'hui. Donc, ça risque d'être fort intéressant. J'ai bien hâte. Écoute Alice, moi je suis prête à accueillir Marianne, puis on se retrouve dans cet épisode. Allô Marianne, ça va bien? Oui, ça va bien, vous deux aussi? Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté de participer au podcast avec nous. On est vraiment contente de te voir aujourd'hui. Dans le fond, on voulait un peu que tu partages aux gens qui nous écoutent qui t'es, c'est quoi ton parcours, puis nous parler un peu plus justement de ta profession de conseiller en orientation pour briser la glace. Fait que... Ben, c'est parfait. Alors que je me lance, je m'appelle Marianne, comme il a été dit au départ, puis je suis conseillère d'orientation depuis presque 17 ans maintenant, et la grande partie de mes années d'expérience ont été dans une école secondaire pendant 15 ans où j'ai vraiment appris la profession, je dirais, dans une école secondaire, puis qui a été très, très formateur. Puis par la suite, j'ai décidé de partir à mon compte parce que je voulais élargir l'accompagnement, parce qu'au secondaire, c'est un accompagnement qu'on fait auprès des adolescents, bien entendu. Puis je sentais le besoin d'élargir à jeunes adultes, adultes retraités, parce que tout moment de vie est tellement intéressant et amène son lot de questionnements qui méritent un regard puis un accompagnement. Puis j'avais le goût d'aller vers cet accompagnement-là aussi. Donc, j'ai décidé de partir à mon compte, ce que je ne regrette vraiment pas parce que c'est tellement intéressant de réfléchir avec les gens, parce que la profession de conseiller d'orientation, je pense qu'elle n'est pas connue à sa juste valeur. On a souvent l'impression qu'un conseiller d'orientation, c'est quelqu'un qui travaille au niveau scolaire ou au niveau de l'employabilité, avec la recherche d'emploi, puis on oublie tout le côté counseling, c'est-à-dire le côté accompagnement, qui revient à se questionner sur le sens des choses, sur les questions existentielles, sur son identité, sur la cohérence de soi en lien avec l'expérience qu'on est en train de vivre, dans le sens que si en ce moment je vis un inconfort, mais cet inconfort-là, il est dû à quoi? Il est dû à l'environnement, ou il est dû à moi qui vis une difficulté dans cet environnement-là? Fait que c'est plein de questionnements que
qui sont hyper intéressants parce que je vois ça comme une réflexion qu'on a. Tu sais, quand je rencontre quelqu'un, c'est on co-construit un dialogue, une réflexion, c'est-à-dire qu'on prend une prise de perspective du contexte de la personne, puis on le regarde ensemble, vu de haut, puis on voit, dans le fond, c'est un peu en regardant de haut la situation, avec une prise de perspective, c'est de regarder, mais qu'est-ce qui fait du sens pour la personne dans cette situation-là? Les obstacles sont où? Parce que, assurément, quand la personne vient nous voir, c'est qu'il y a des obstacles, c'est-à-dire des pensées, des croyances, des difficultés d'avancer vers ce qui est important pour soi. Fait qu'on on fait du ménage dans ce qui est important, on fait du ménage dans nos obstacles, puis après ça, c'est de voir c'est quoi le plus petit pas qu'on peut faire pour avancer vers ce qui est important pour soi dans le contexte de la personne. Donc, tout ça pour dire que c'est hyper stimulant et intéressant comme profession. Et voilà un petit peu mon parcours. Et je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Bien, premièrement, je veux juste dire que personnellement, je trouve ça toujours rafraîchissant de t'entendre parler de cette profession-là parce qu'effectivement, souvent les gens, ils pensent que c'est des personnes qui font des tests, puis que oui, il y a une partie de CO qui est de ça, mais c'est tellement aussi plus que ça. Puis nous, en fait, durant nos questionnements de réorientation, on a eu recours à aller voir des conseillers en orientation. Puis je me demandais, en fait, est-ce qu'il faut nécessairement, mettons qu'un étudiant en médecine ou même un médecin de profession, est-ce qu'il faut vraiment qu'il soit en processus de réorientation ou vraiment en requestionnement de carrière pour aller voir un CO, ou tu peux simplement être vraiment en conflit intérieur pour aller voir quelqu'un comme toi, dans le fond? C'est voir un peu, en fait, à quel objectif ça répond. Est-ce qu'il faut vraiment être rendu au bout de notre processus pour dire, OK, là, je quitte médecine, par exemple, ou vraiment juste de dire, bien, je suis pas bien dans mon quotidien, puis je vais aller voir quelqu'un qui va m'aider? C'est une super bonne question. Puis, en fait, un conseil d'orientation peut arriver bien avant la remise, la réorientation. Tu sais, on arrive... quand on vit un inconfort comme être humain, là, tu sais, qu'on est dans une situation où... il y a des signes qui nous disent qu'on n'est pas bien, on se sent un petit peu plus fatigué, ou il y a un entrain qui est moins là, il y a une vitalité qui est moins présente. Tu sais, c'est des signes que il y a quelque chose qui se passe. Puis plus on écoute ces signes-là rapidement, plus on vient qu'à comprendre le sens de ces signes-là, et plus on peut réagir sur ces signes-là et se réajuster. Tu sais, c'est notre corps, il nous envoie des messages qu'il y a quelque chose là. Puis ce petit quelque chose-là, quand on est nous-mêmes dans le contexte, c'est pas évident de le comprendre, ce petit quelque chose-là. Puis le CO, mais c'est justement son rôle de venir accompagner à démêler c'est quoi cet inconfort-là qui est vécu présentement, puis à aider la personne à nommer, à comprendre, à soulever l'inconfort. Puis l'inconfort peut amener à une réorientation. Puis des fois, l'inconfort, c'est pas nécessairement, va pas nécessairement amener à une réorientation, mais à comment moi, je réagis à la situation que je vis. C'est que des fois, on peut aussi travailler la gestion du stress. Des fois, bon, c'est dans ma profession, il y a une difficulté à gérer un stress qui est là, mais le CO peut aider à cette gestion d'émotions-là qui, une fois qui est acquise ou qui est mise en place, bien, OK, la personne se ressent bien à nouveau dans son milieu de travail. Mais des fois, c'est le contexte qui ne se change pas aussi. Et là, dans ce moment-là, mais c'est la personne qui doit changer de contexte, donc qui doit changer d'emploi ou de profession, etc. Fait que l'inconfort ne veut pas nécessairement dire qu'il y aura une réorientation, mais c'est un signe qu'il se passe quelque chose qu'on doit adresser. Et le conseil d'orientation, moi, je vous encourage à, dès que vous sentez un inconfort, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et d'aller voir c'est quoi ça. Puis un CO peut très bien être une ressource à ce moment-là. On n'a pas nécessairement l'élan premier d'aller vers un CO. Des fois, on pense plus à un psychologue qui est tout aussi bon, puis à un psychothérapeute qui est tout aussi bon aussi. Mais le CO est tout aussi bon aussi dans ce genre de réflexion-là. Surtout si l'inconfort est au niveau professionnel, mais il peut être aussi ailleurs. Là,
un CO ne travaille pas juste avec des inconforts professionnels. Ça, c'est un autre mythe aussi. On peut travailler avec des inconforts qui ne sont pas reliés au travail non plus nécessairement, mais à la situation de vie dans laquelle on est, qui n'est pas nécessairement reliée au travail. D'où justement, vraiment la distinction à faire entre le counseling versus conseiller en orientation, ou comme, je sais pas comment vous distinguez les deux approches dans le fond, là, counseling versus l'autre. Le counseling, c'est vraiment... parce que, tu sais, comme CO, on choisit aussi qu'est-ce qu'on aime dans la profession, puis comment on veut travailler. Fait que, tu sais, chaque CO a son approche, sa vision et tout. Puis quand on va dans le counseling, le côté counseling de la profession, là, on est vraiment dans l'accompagnement de ce que la personne vit présentement. Et donc, ça dépasse le scolaire, ça dépasse l'employabilité, par exemple. C'est plus large que ça. C'est toute transition de vie, un deuil à vivre, une difficulté d'adaptation à une nouvelle réalité. Je suis nouvellement maman, j'ai de la difficulté à m'adapter à cette nouvelle réalité-là, par exemple, ou je vis un gros changement dans ma vie, puis ça vient jouer sur une gestion d'émotions qui est plus difficile, par exemple. Et oui, donc, tu sais, quand l'orientation pourrait être appelée conseil d'orientation, il faut avoir fait la maîtrise. Et là, quand on se rend à la maîtrise et qu'on a le titre de conseiller d'orientation, le counseling vient avec ce titre-là. Mais on peut aussi, avec le baccalauréat, on peut décider d'arrêter ses études au baccalauréat. On n'a pas le titre de conseiller d'orientation, mais on peut travailler comme intervenant, on peut travailler dans des organismes en employabilité, on peut venir... c'est ça, intervenant en relations sociales, mais on n'a pas le titre qui vient avec. Puis après ça, conseil d'orientation, quand on a le titre, on est allé à la maîtrise, on peut prendre tellement d'angles, on peut aller du côté des ressources humaines, on peut aller du côté scolaire, on peut aller au côté au niveau des organisations, au niveau de l'accompagnement comme le counseling. Fait que c'est très large, vaste, très vaste, ouais. C'est ça qui est le fun, c'est que tu peux vraiment adapter ta pratique avec qu'est-ce que tu veux et tout ça. Oui, avec la clientèle qui t'intéresse, avec l'approche que tu as le goût d'utiliser aussi, parce qu'après, chaque conseiller d'orientation utilise des approches qui lui est propre, là, selon ce qui fait du sens pour le conseiller d'orientation. Donc, il y a aussi beaucoup d'approches, des approches qui viennent souvent des courants en psychologie, mais des courants aussi en counseling. Tu sais, c'est un conseiller, après ça, il se nourrit des différentes approches qu'il apprend à l'université, mais qui continue à apprendre toute sa vie en formation continue. Et il vient qu'à construire son coffre à outils d'intervention, puis ça se peaufine avec le temps, tu sais, on se peaufine, puis au fil des rencontres qu'on fait avec nos clients, nos clients, ils nous aident à être meilleurs, là, assurément, là, ils nous aident à être meilleurs parce qu'on veut les aider, puis le fait de vouloir les aider, c'est qu'on continue à apprendre toujours sur quelle angle qu'on peut utiliser, comment on peut atteindre cette personne-là avec ce qu'elle vit. Puis, fait que c'est une profession on peut apprendre toute notre vie, mais ça c'est aussi bon pour toutes les professions. Là. C'est pas propre à l'orientation. Là, en médecine aussi, on apprend toute notre vie. Oui, c'est ça. Et on voit que t'es vendue CEO. Oui. Vas-y, Alice. Moi, ce que j'allais dire, c'est ce que j'ai retenu, c'est tu peux venir répondre à toute difficulté d'adaptation, puis ça, difficulté d'adaptation, je pense qu'on peut le vivre beaucoup dans le parcours en médecine parce que, tu sais, c'est un parcours qui est rempli de je dirais, j'ai juste le mot anglais, là, mais de milestones, fait que de moments charnières où on passe du préclinique à l'externat dans les hôpitaux. Fait que là, on passe je suis sur les bancs d'école, je m'en vais dans les hôpitaux, j'apprends à être un mini-médecin. Après, là, je passe de l'externat à la résidence où je suis médecin, je peux prescrire et tout ça. Puis c'est des gros moments de transition. Puis personnellement, moi, je voyais tout le temps des collègues, des fois, plier du genou à ce moment-là. Donc, je pense que la profession de conseiller en orientation peut être utile des fois à ces moments-là quand on vit des doutes, du stress, des difficultés.
Absolument, là, vraiment. Je t'écoute parler, puis je me dis, ben oui, tu sais, c'est pas banal comme transition, tu sais, entre le préclinique puis l'externat, tu sais, c'est beaucoup de responsabilités qui, tout d'un coup, tu sais, un étudiant qui a suivi le parcours linéaire puis qui n'a pas arrêté ses études, arrive à l'externat à 25 ans, 23 ans, je pense. 22 ans. 22. Ouais, 22 ans, avec ce que ça implique, tu sais, de charge, de responsabilité, puis d'être supporté, accompagné, avoir un espace d'écoute, tu sais, le counseling, c'est ça, c'est offrir un espace d'écoute où on peut exprimer, parler de ce qu'on vit, tu sais, puis j'imagine que on a besoin à ce moment-là d'extérioriser, tu sais, le stress qui peut être vécu, la pression, puis le changement de routine. C'est comme tout à coup, on est adulte, là, tu sais, on est adulte avec des responsabilités de santé sur nos épaules. Alors oui, je pense que ça peut faciliter, en fait, cette transition-là d'avoir cet espace d'écoute-là et d'accompagnement pour la vivre de manière plus sereine. Puis, tu sais, c'est parce que toute transition, ça demande du temps, tu sais. On est souvent pressé par... on devrait être bon tout de suite, on devrait s'adapter tout de suite, on devrait réagir tout de suite, mais c'est pas comme ça que ça marche. On aimerait ça, que ça marche aussi vite qu'on le souhaiterait, mais il faut laisser du temps à notre personne d'observer, de s'imprégner de la nouvelle réalité, de faire des liens, c'est ça, de vivre la nouvelle étape. Puis, le fait d'être dans un espace où on est accompagné sur c'est quoi les stratégies, comment je peux mieux vivre ce stress-là, comment je peux me départager de ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient au patient, qu'est-ce qui appartient au contexte professionnel versus moi, mes valeurs là-dedans. Puis, tu sais, faire du ménage constant un peu, bien, ça l'aide à éviter des fois peut-être de devenir en surcharge émotive. Puis que là, cette surcharge émotive-là fait que faut arrêter ou, tu sais, on perd nos repères, puis ça devient souffrant, finalement. Oui, puis dans ce que tu dis, il y a beaucoup un peu de retrouver sa zone de pouvoir, justement, de dire qu'est-ce que moi, je peux changer, puis qu'est-ce qui appartient aussi au système, à l'environnement, puis sont où mes zones de contrôle là-dedans. En tout cas, c'est ce que j'entends aussi du professionnel de CO, là, fait que je trouve que c'est nécessaire. Puis moi, je me rappelle... tu sais, on était au préclinique, puis je sentais que toutes mes sphères de vie étaient bien équilibrées. Puis là, bam, l'externat commence, puis là, c'est sûr, t'es tout le temps à l'hôpital. Là, il y a les gardes qui s'ajoutent et tout ça. Là, il y a les études aussi le soir. Fait que c'est là que tu te dis, OK, mais je perds complètement le sens de ce que je faisais avant. Tu sais, il y a plein d'activités que tu laisses de côté parce que tu te dis, j'ai tout simplement plus le temps. Fait que c'est le fun que... Oups, là, la vaisselle, il sonne. Mais c'est le fun, bref, de savoir qu'il y a quelqu'un, justement, qui peut nous aider à nous retrouver là-dedans, de dire, au final, c'est quoi qui fait plus de sens pour toi au quotidien, puis comment réaménager ton horaire aussi pour retrouver ça, là? Ouais, non, puis je trouve aussi que dans la période de l'externat puis de la résidence, il y a, comme Steven disait dans l'autre épisode, à un moment donné, tu peux te déconnecter de toi-même. Fait qu'on dirait que je vois un peu la profession de CO ou en fait le counseling puis la relation d'aide que tu peux établir comme un peu un garde-fou pour prévenir la déconnexion qui, elle, mène souvent vers l'épuisement. Oui, c'est une belle image. C'est vrai que le CO, c'est un protecteur des valeurs de la personne. C'est le ramener à ses ancrages à l'intérieur de soi, tu sais, à ses valeurs. Puis des fois, nos valeurs, c'est ils ont été perdus, tu sais, à travers une surcharge, à travers une fatigue, à travers des attentes des autres. Puis à ce moment-là, on n'a plus nos ancrages. Puis quand on les a plus, on avance, mais on ne sait plus pourquoi qu'on avance. Puis là, les choses font plus de sens. Puis quand les choses font plus de sens, c'est souffrant parce que la motivation est moins présente. Puis c'est pas le fun pour être motivé. C'est pas le fun avancer puis savoir pourquoi qu'on avance. Fait que le CO, je pense qu'il ramène ça, tu sais. C'est
c'est d'aider la personne à se reconnecter à ça, à ses ancrages, puis à voir comment, avec son contexte, c'est possible de se respecter soi et respecter son contexte aussi, qui vient avec des limitations. Puis c'est de voir comment on peut harmoniser, dans le fond, ses valeurs et la culture du contexte dans lequel on est. Puis parfois, ça va être... c'est pas possible, cette harmonisation-là, avec les valeurs, parce que le contexte ne le permet pas, exemple. Mais ça, c'est... Là, il y a une autre réflexion qui doit avoir lieu, c'est, bon, est-ce que je reste dans ce contexte-là qui me permet pas cette harmonie-là? Puis ça peut être correct de dire oui à ça, là, tu sais, pour X, Y raison, ou ça peut amener des fois des décisions courageuses de dire, je peux pas rester dans ce contexte-là parce que ce contexte-là, il est pas aligné avec qui je veux, tu sais. Puis là, ça l'amène des deuils à travers tout ça, ça l'amène, tu sais, c'est pas évident non plus, là, tu sais, c'est pas aussi simple de dire, c'est pas harmonieux, mes valeurs puis le contexte, change. Ça se fait pas aussi facilement que ça, parce que le contexte est nourrissant aussi, des fois, sur d'autres aspects, donc il y a des deuils à vivre à travers même si on n'est pas aligné, puis on le sait, puis on veut changer, mais il faut passer par l'étape de, il y a de l'acceptation, des deuils à vivre à travers ça, pour ensuite avoir de l'espace dans son cœur, dans son esprit, pour aller vers d'autres choses, là. Puis, c'est vrai ce que tu dis, dans le sens que des fois, de prendre des décisions un peu sur un coup de tête, souvent, c'est déconseillé. Mais je trouve la ligne est mince, des fois, de dire, est-ce que de quitter quelque chose, c'est ne pas justement éviter la chose parce que tu veux pas l'affronter, ou c'est parce que, sincèrement, à l'intérieur de toi, ça fit juste plus? Puis je pense que d'où est la nécessité d'être bien accompagné durant ces questionnements-là, parce que, ça prend du temps. Faut se laisser l'espace pour ça, puis on en avait parlé dans notre autre épisode, de se permettre de prendre des pauses, justement, pour dire, OK, on peut tout mettre à off, là, puis juste dire, je prends un moment pour moi, juste pour me permettre de penser, parce qu'en médecine, c'est dur de réfléchir à tous ces questionnements-là en même temps, de faire tes horaires et tout ça, c'est énorme, tu sais, fait que je trouve que c'est bien de se rappeler, justement, de l'importance de prendre du temps, puis d'être bien accompagné, puis de se laisser le temps à trouver des réponses à ces questionnements-là qui viennent pas tout le temps, tout de suite. Tu as raison de dire que des fois, l'inconfort qu'on vit, la solution, c'est pas nécessairement de quitter. Des fois, la solution, c'est de changer notre regard, l'angle, c'est peut-être dû au fait, justement, qu'on n'a pas assez d'espace dans ce contexte-là de temps. C'est-tu de ralentir dans ce contexte-là qui pourrait être la solution sans nécessairement changer complètement? Puis comme tu dis, quand on est dedans, c'est que tout est mêlé. On ne sait plus si c'est nous, si c'est le contexte, si c'est les deux. Puis là, puis ce que j'observe, c'est que souvent, on attend trop longtemps, des fois, avant d'aller chercher un accompagnement. Puis c'est dans cet inconfort-là, l'observation que je fais, c'est que on est souvent très exigeant envers nous-mêmes. Fait que souvent, la personne, c'est je suis pas capable, tu sais, les autres sont capables, pas moi. Puis fait que ça devient que ça joue sur l'estime de soi, tu sais. Ça vient jouer sur plein d'autres aspects parce qu'on a l'impression que c'est nous qui sommes pas capables de nous adapter ou de réussir dans ce contexte-là, tu sais. Puis des fois, c'est pas la personne qui est pas capable, c'est soit le contexte qui est très éloigné de ce qui est important pour la personne, ou des fois, c'est juste que la transition a été trop rapide, tu sais, comme un peu tu disais, puis des fois, c'est juste de ralentir la transition, puis prendre des moments de réflexion, puis... Fait que finalement, c'est hyper complexe. Et donc, quand on est tout seul avec ça, c'est... On se perd. On se perd. Puis un professionnel externe, son rôle, c'est ça, c'est de vraiment prendre une prise de perspective, puis d'accompagner la personne La personne a les réponses à ces questions. C'est pas le CO qui va... On n'a pas la solution, mais c'est d'aider la personne à trouver sa solution avec cette prise de perspective-là. C'est tellement intéressant parce que moi, personnellement, à un moment donné, je me suis retrouvée dans cette confusion-là là, durant
mes pauses en médecine, c'est comme si j'avais tout le temps le dilemme à me dire, c'est-tu l'environnement? C'est-tu moi le problème? Puis j'arrivais jamais à répondre à la question, puis on dirait que c'est en allant prendre un café avec toi que là, tu me faisais juste parler, en fait, puis en parlant, j'ai comme un peu répondu moi-même à tes questions, puis à ma question aussi. Puis je me suis dit, tu sais, j'ai fait du travail, j'ai adapté tout ce que moi, je pouvais contrôler, là, c'est-à-dire ma gestion du stress, ma gestion des émotions, tous mes petits traits perfectionnistes dans ma personnalité. Puis que là, à un moment donné, on est venu à l'évidence autour du café qu'il y a comme une perte de sens, tu sais. Vraiment que le contexte médical n'était plus cohérent avec le sens que je voulais avoir dans ma profession. Puis juste ça a été un poids qui s'est enlevé, puis que là, je me suis dit, OK, peut-être que le fit se fait plus dans mon parcours, puis peut-être que, justement, il y a une transition à faire. Mais là, tu sais, encore là, cette réalisation-là est arrivée, je pense, on était au mois de décembre, puis ça a pris du temps, là, tu sais, fait que ça a été comme une petite graine qui a germé pendant longtemps, puis qui a fait en sorte qu'à un moment donné, j'ai pris une décision plus en cohérence avec moi-même. Mais ce dilemme-là de dire, c'est-tu mon environnement de travail avec tous les aspects négatifs, ou si c'est moi, c'est vraiment difficile. Puis quand t'es tout seul là-dedans, ben honnêtement, à un moment donné, tu te perds, puis tu sais plus, il est où le problème, puis il est où la solution. Vraiment difficile. Puis quand t'es dans le milieu, tu sais, comme dans ton cas, c'était plus le contexte là, qui n'était pas aligné avec ce que tu recherchais. Mais quand t'es toujours dans le milieu, c'est que t'es toujours dans ce contexte-là. Fait que c'est difficile aussi de voir t'es quoi pas dans ce contexte-là ou t'es qui pas dans ce contexte-là, parce que c'est devenu ton identité, c'est devenu un repère, même si cette identité-là puis ce repère-là est souffrant, reste qu'il est sécurisant parce qu'il est connu. Fait que là, c'est aussi, tu sais, quand tu disais qu'il y avait eu un processus après, c'est pas tout de réaliser que, OK, c'est l'harmonie entre moi et le contexte qui est pas un fit, finalement. Mais là, c'est aussi toute l'identité, là. C'est, ben OK, Alice est qui quand elle n'est pas dans ce contexte-là? Puis, tu sais, ça a été comme te retrouver à nouveau, tu sais, finalement. Puis, je me souviens de notre discussion, puis ce que tu m'avais dit à la question probablement que je t'avais posée, c'est pourquoi tu as choisi la médecine au départ, puis tu sais, que tu avais nommé que c'était vraiment pour la relation d'aide, tu sais, c'était vraiment pour le contact humain, puis faire une différence, mais une différence au niveau humain, tu sais. Puis je dis pas qu'être en médecine, on fait pas ça, c'est pas, mais que toi, dans ta conception de pourquoi tu avais pris la médecine, il y a un rapport à l'autre qui était important, que là, tu te rendais compte que ta définition du rapport à l'autre n'était pas en harmonie avec le contexte de la médecine. C'est exactement ça. Donc là, c'est là que ça a été, ben dans le fond, maintenant qu'on sait ça, tu sais, c'est quoi qui j'accepte ou je lutte, tu sais, puis là, il y a un processus d'acceptation qui a été fait, tu sais. Oui, puis moi, je pense qu'il est dur aussi en médecine, c'est l'aspect que, je sais pas si tu connais un peu vraiment le changement des stages, mais en fait, c'est qu'à l'externat, tu fais des stages, puis tu changes nous, c'était à chaque 6 semaines, mais là, maintenant, je pense que c'est rendu à chaque 4 semaines. Fait que c'est dur aussi d'être dans une profession où est-ce que, ben, il faut que tu apprennes, mais en même temps, tu changes de milieu à chaque 4 semaines, puis même, tu changes de patron aux semaines qui te supervisent. Fait que tu es tout le temps en adaptation. Fait qu'en même temps, il faut que tu apprennes la théorie. En même temps, tu apprends à te connaître, à dire, ben, qu'est-ce que j'aime dans la médecine, parce que c'est à l'externat que tu choisis, dans le fond, ta spécialité. Est-ce que tu t'en vas en médecine familiale ou dans une autre spécialité? Puis c'est ça qui est dur, moi, je trouve, c'est de dire, ben, faut que tu apprennes à te connaître au travers tout ça. Puis quand on dit, ben, est-ce que c'est l'environnement ou c'est moi, c'est encore plus dur, parce que mettons que tu travailles pendant 5 ans dans une job précise, ben, tu apprends à dire, OK, qu'est-ce que t'aimes pas, mais si tu changes à chaque mois de spécialité, là, tu te dis, ben, au final, c'est quoi que j'aime? On dirait que t'as pas de stabilité pour ancrer tes réflexions. T'es tout le temps dans l'adaptation. Puis moi, je pense personnellement, c'est pour ça que j'ai quitté à la résidence, c'est qu'à la résidence, là, on est rentré en médecine familiale, il y avait un petit peu plus de stabilité. Ça reste qu'on avait des stages un peu partout, mais
on voyait vraiment c'était quoi le métier de médecin de famille. Puis là, c'est là que moi, je me suis dit, OK, ben ça viendra pas chercher toutes les valeurs dont j'ai besoin dans une profession, mais c'est dur, je trouve, pour un étudiant, surtout à l'externat, de réfléchir à tout ça en même temps, d'accomplir les stages, d'être évalué à chaque jour. Tu sais, c'est... Ouais. C'est vraiment difficile parce que on a besoin d'un espace... comment expliquer cet espace? On a besoin d'un espace pour la réflexion. Puis la vraie réflexion, là, la réflexion profonde vient quand on peut adresser la réflexion, je dirais, mais quand tout va vite, puis qu'on est toujours en mode adaptation, bien, il n'y a effectivement pas cet espace-là qui est disponible. Et donc, on peut pas réfléchir, tu sais, on accomplit. Tu sais, on accomplit, puis on suit le protocole, le processus, parce que c'est ça qu'il y a à faire, tu sais, finalement. Mais que c'est facile de se perdre, parce qu'on n'a pas le temps de dépôt nécessaire pour dire, OK, est-ce que ce stage-là, il était... c'est-tu vers là que je veux ou pas aller? Est-ce que ça me convient ou pas? Là, je comprends qu'avec ce que vous me dites, qu'il n'y a pas ce pas de recul-là qui est possible dans le parcours. Puis ça pourrait être intéressant de voir est-ce que ça peut être fait autrement, parce que ce que j'entends en vous côtoyant puis en écoutant votre podcast, c'est qu'il y a quand même une détresse ou, tu sais, il y a quand même une souffrance qui est là chez les étudiants en médecine, puis peut-être que ça pourrait être vécu autrement si le parcours serait fait autrement, c'est ça que j'entends, si on adaptait comme des espaces tampons pour réfléchir entre les stages ou un accompagnement avec des médecins seniors avec qui échanger sur... est-ce que vous avez aussi cette possibilité-là d'échanger avec des médecins? On a l'accompagnement, on a des mentors dans le processus. Puis tu sais, moi, comment je l'ai vécu, ce mentorat-là, c'est que on dirait que même quand j'allais dans le mentorat, j'étais en processus de performance. J'étais pas en mode j'arrive puis je parle de Alice, j'étais en mode je performe dans mon processus de mentorat. Mais c'est parce que dans le mentorat, c'est qu'on avait des activités, je me rappelle plus c'était quoi, je pense que c'était SDC, suivi développement de compétences, fait qu'on avait quand même des devoirs à faire dans ce mentorat-là, fait qu'on avait des objectifs à se fixer avec notre mentor. Puis après, mettons, 1 an, ben, on reparlait à notre mentor, puis on disait, est-ce que les objectifs ont été atteints? Fait qu'encore là, moi non plus, je trouvais pas que c'était l'espace pour dire... C'était pas un espace d'introspection. C'était un espace, encore une fois, de... T'atteins-tu les compétences? C'était très, mettons, c'est quoi les compétences qui te manquent pour être médecin? C'est quoi que tu peux faire pour travailler concrètement là-dessus? Mais c'est encore très associé au sarreau et non à l'humain derrière le sarreau. Ouais. Je pense qu'il est là le manque d'espace. Tu sais, c'est comme si on met beaucoup d'accent dans la formation sur les compétences, mais il y a un manque de formation ou d'espace ou de temps associé à la connexion de l'humain derrière le sarreau. Ouais, je pense qu'il est là, c'est une belle nuance parce que c'est très différent. Dans le fond, là, je comprends que le mentorat que vous aviez, c'est plus comment être plus performant, finalement, comme médecin ou atteindre les objectifs plus rapidement. Parce que c'est sûr que enchaîner des périodes de changement, là, d'adaptation, comme vous avez décrit, bien, ça a sa limite aussi. L'être humain a sa limite pour encaisser ça. Puis selon notre zone optimale, tu sais, chaque être humain, on peut notre zone optimale pour encaisser les stress, les changements est différent. Fait que pour certaines personnes, on peut enchaîner plus de situations d'adaptation, puis c'est pas autant souffrant que pour quelqu'un d'autre qui a besoin de plus de tampons entre les périodes d'adaptation. C'est là, dans votre parcours, c'est comme si tout le monde avait le même standard au niveau de la capacité d'adaptation, puis au final, ben, c'est pas ça la réalité, là, tu sais, chaque être humain a sa zone optimale qui est différente, là. Clairement. Puis c'est sûr que quand on est tout le monde ensemble dans un même environnement, ben c'est là où ça devient des fois encore plus souffrant parce que la comparaison, c'est difficile de ne pas tomber dedans. C'est difficile de ne pas voir que l'autre a une capacité plus grande d'adaptation ou ce qu'on pense, parce que peut-être qu'intérieurement, c'est pas ça non plus. Là. Puis c'est difficile après ça de se respecter dans sa capacité d'adaptation personnelle quand
la culture de notre milieu qu'on côtoie, ben, c'est d'aller plus vite ou, tu sais, que cet espace-là, tampon d'adaptation, n'est pas nécessairement permis. Ouais, ou valorisé, valorisé, oui. Exact. Même, justement, juste le fait de prendre des pauses, on en prend de plus en plus. Je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus normalisé, mais ça reste que le monde n'en parle pas vraiment, tu sais. Puis il y a aussi l'aspect qu'en médecine, on a comme un horaire à respecter, dans le sens que les années s'enchaînent une après l'autre. Si on manque des semaines ou même des mois, ben ça reste que ton entrée, par exemple, à la résidence peut être retardée. Tu peux pas rentrer quand tu veux à la résidence, là. C'est le 1er juillet, puis c'est la seule date. Fait que je pense que ça aussi, ça met une pression. Puis, ben moi, si je peux juste donner un conseil, parce que moi, ça m'avait quand même été utile, c'est pour me permettre cette zone tampon-là après un stage, parce que souvent, il y a une fin de semaine qui sépare la fin d'un stage avec l'entrée dans un nouveau stage. Moi, je me prenais un document dans OneNote, puis j'écrivais toutes les choses que j'avais appréciées de mon stage, les choses où est-ce que je me disais « Hey, ça me fait sourire, je sentais que je rentrais en stage, puis ça me faisait du bien. » Puis toutes les choses, au contraire, dans lesquelles je m'identifiais pas, soit des mauvaises expériences, soit juste l'intérêt pour la matière que j'aimais moins. Puis ensuite, je faisais un tableau pour départager qu'est-ce qui appartenait réellement au stage versus qu'est-ce qui appartenait réellement plus à la spécialité, de dire OK, ben ça, c'est vraiment, je risque de retomber sur cet élément négatif-là dans peu importe lequel stage je prends dans la spécialité, versus de dire OK, ça, cet élément-là appartient au milieu. Par exemple, je sais pas, j'avais eu une expérience négative avec un résident ou un patron, ben je me dis OK, ben ça, c'est vraiment contextuel, c'était à un moment précis. Fait que ça me permettait de départager un peu, mais ça reste que je pense qu'une fin de semaine entre 2 stages, c'est pas assez. C'est pas beaucoup, mais t'es allé chercher le moyen disponible dans le temps que t'avais. Exact. Parce que c'est important aussi d'aller chercher la zone de pouvoir qu'on a. Puis des fois, elle est faible, elle est limitée, mais le fait quand même d'aller la chercher, c'est on fait du mieux avec le contexte, finalement. C'est un peu ça que tu as fait. Tu as fait du mieux dans le contexte pour sentir qu'il y avait quand même une prise de pouvoir sur la situation, mais qui, effectivement, une fin de semaine où, dans cette fin de semaine-là, c'est aussi se reposer, c'est aussi faire probablement des travaux mêlés avec préparer la semaine qui s'en vient. Oui. Fait que, tu sais, c'est pas non plus optimal. Comme tu dis, une réflexion, tu sais, sur le sens des choses, ça prend un petit peu plus de temps, mais bon, quand c'est pas possible, on y va avec ce qu'on peut. Fait que, tu sais, c'est un bon conseil avec le contexte, tu sais, comment on peut essayer, du moins. Essayer le plus qu'on peut. Ouais. Tirer notre bout de découverte. Ouais, c'est ça. Puis on a parlé beaucoup d'épuisement là, dans les épisodes précédents, puis de la détresse en général chez les étudiants. Puis bon, on sait que les chiffres, ils mentent pas, là, surtout quand on rentre à la résidence, dans les premières, deuxième années de résidence. C'est vraiment là que la détresse augmente. Puis moi, on était quand même curieuse de voir avec tes lunettes de conseillère d'orientation, puis toi qui côtoies quand même une clientèle en épuisement, ça serait quoi, tu dirais, les facteurs protecteurs pour ne pas se rendre à l'épuisement, pour que les gens qui nous écoutent puissent utiliser ces petits indices-là pour les écouter, en fait? Oui, pour éviter l'épuisement, ben, tu sais, la chose qui, selon moi, est la plus importante, mais en même temps, c'est pas si accessible et facile, c'est vraiment l'observation de soi, tu sais, parce que l'épuisement, c'est notre corps qui nous envoie un message qu'on n'a pas respecté notre zone optimale, comme je disais tantôt. On n'a pas respecté, pendant une longue période de temps, notre fatigue, notre gestion d'émotions. On s'est comme toujours poussé pendant un peu trop longtemps. Puis, quand on arrive à l'épuisement, avant l'épuisement, il y a des signes, tu sais, qui viennent. Mais quand on est dans un rythme effréné, où on n'a pas de temps de tampon, où on n'a pas cet espace-là d'observation, où on ne se le donne pas le droit parce que une chose attend l'autre, puis on est comme dans une culture de performance à travers tout ça, bien, les signes, on n'a pas pu les observer. Et donc,
notre corps il est bien fait dans un sens, arrive l'épuisement où là, tu sais, notre corps, notre esprit a compris que si il fait pas un shutdown, ça va continuer comme ça. Il n'y aura pas d'arrêt. Fait que c'est comme si là, notre corps, l'esprit, il force l'arrêt, tu sais, de par... et c'est souffrant, l'épuisement, Ben oui, tu sais, c'est vraiment souffrant. Donc, si on peut effectivement éviter d'aller là, c'est ce que je souhaite à tous. Et ça passe vraiment par observer, puis comprendre, puis connaître c'est quoi sa zone qu'il ne faut pas dépasser, tu sais. Puis ça, c'est différent pour chaque personne. On a toute notre zone, puis elle varie d'une journée à l'autre, cette zone-là. Tu sais, on n'a pas la même énergie d'une journée à l'autre. Puis c'est vraiment dans l'apprentissage d'observer les signes. Puis les signes sont différents d'une personne à l'autre. Tu sais, les signes peuvent être... Tu sais, moi, dans mon cas, quand je sens qu'il y a une surcharge, physiquement, je vais avoir un bourdonnement dans l'oreille. Okay. Là, pour moi, je suis capable de l'observer, puis je sais maintenant que quand j'ai un bourdonnement dans l'oreille, c'est un signe d'une surcharge à quelque part ou de... Je mets pas mes limites en ce moment. Ou... ça, c'est un exemple banal, là. C'est juste que quand on apprend à reconnaître les signes ou quand on voit que on a des sentiments comme l'irritabilité, de la colère, le matin, on se lève toujours fatigué, on a comme une perte d'espérance dans la vie, tu sais, comme les choses nous paraissent lourdes, puis qu'on a comme ces petits signes-là qui arrivent, mais là, c'est le temps de les écouter, là, tu sais, c'est le temps de dire, OK, là, il y a quelque chose, là, je suis en train de pousser trop fort parce que j'ai de la misère à me lever le matin, des choses que j'aimais, je les aime moins, il y a une lourdeur dans mes pensées, une lourdeur dans mon corps. Mais ça, si on n'apprend pas à les observer puis à les écouter, bien, c'est l'épuisement va arriver. Fait que, quand on sent ces signes-là, c'est là la difficulté, c'est d'accepter que il faut prendre des pauses. C'est d'accepter que il faut ralentir, c'est d'accepter que, ben, de perdre le regard des fois de l'autre, qui l'autre nous voit toujours comme performant, puis on aime ça, avoir ce regard, tu sais, sentir qu'on est vu comme quelqu'un qui travaille fort, puis qui est performant, puis tu sais, on s'attache au regard de l'autre. Fait que des fois, c'est aussi d'apprendre à se détacher du regard de l'autre, c'est... fait que c'est complexe, finalement, là, la question que vous m'avez répondu, puis ça va être différent pour chaque personne, mais c'est de faire confiance, apprendre à faire confiance à ses ressentis, apprendre à faire confiance à nos signes. J'ai mal à la tête, ça fait une semaine, j'ai tout le temps mal à la tête, mais c'est peut-être en lien avec une surcharge cette semaine, puis comment je peux diminuer le rythme. Mais ce que j'entends, c'est que dans votre situation... C'est difficile de diminuer le rythme, c'est ça que j'entends. Vraiment, c'est très... il y a une certaine rigidité dans le programme, puis même aussi dans la carrière en tant que médecin, là, on en parle souvent aux nouvelles ces temps-ci, mais c'est extrêmement difficile, puis je pense qu'il est là le plus gros défi des médecins, puis même des étudiants, de dire « OK, mais qu'est-ce que je contrôle? » Puis je vais axer mon énergie 100% là-dessus, puis ce que je contrôle pas, bien malheureusement, on le laisse de côté, puis on fait avec, tu sais. Fait que... Puis le plus gros des enjeux, c'est justement ce que tu dis, c'est l'écoute de soi. C'est qu'on rentre tellement dans ce parcours-là où on prend pour acquis qu'il faut mettre ses besoins de côté pendant plusieurs mois, plusieurs années pour valoriser la performance et tout ça, que c'est dur de se remettre dans une posture de « OK, là, je m'écoute comme personne ». C'est pas... Là, maintenant, moi, on dirait que j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus intégré cette posture-là envers moi-même maintenant que j'ai quitté. Mais je me rappelle de moi en médecine, puis être dans une posture de bienveillance, d'écoute de mes besoins, mes émotions, c'était pas mon quotidien. C'était pas accessible, c'était comme bloqué. C'était comme pas possible dans ma tête, moi, je trouve. C'était impensable de dire, je me lève le matin, là, puis je fais ce que je veux de ma journée. Là. C'était même pas une option, c'était comme tout le temps, ben, il faut que je fasse ça dans le il faut, là. C'était même pas une option de juste dire, faire le quotidien intuitif que j'appelle, là, de dire, ben, je me lève le matin, puis je me dis réellement, qu'est-ce que ça me tente de faire aujourd'hui? Ça, je me le suis jamais posé, cette question-là, là. Mais maintenant, je la pose à chaque matin, puis
j'ai encore un pattern de retomber dans mes vieux patterns, mais c'est dur, là, c'est pas naturel, mais pas du tout, là. Mais peut-être que dans ce contexte-là, tu sais, parce que on s'adresse plus à des étudiants en médecine présentement qui vivent ce contexte-là dans lequel vous étiez, c'est peut-être justement quand c'est pas possible de ralentir, parce que c'est le contexte qui est comme ça, c'est de se rappeler le sens, tu sais, OK, aujourd'hui, j'ai tout ça à faire. Pourquoi donc je fais tout ça? Ah, c'est parce que pour moi, c'est important d'offrir une qualité de service. Pour moi, c'est important de développer telle compétence. C'est essayer de se rappeler le sens de pourquoi on fait tout ce qu'on a à faire dans la journée. Le 16 heures. Le 16 heures à faire. Puis, tu sais, bon, ça sera pas magique, ça va pas venir... mais ça peut quand même aider à... OK, c'est vrai, je fais ça pour telle raison. Puis des fois, ça peut enlever une certaine lourdeur. Puis c'est aussi des fois, dans les moments de... C'est d'apprendre aussi à se réguler avec des petites choses qui peuvent être sa respiration. Apprendre à réguler, tu sais, devant une journée de 16 heures qui nous attend. Bien, comment on peut respirer, apprendre à respirer avec le patient sans que le patient s'en rende compte nécessairement, mais comme venir calmer sa respiration entre les patients aussi. Comment on peut écouter une musique qui nous fait du bien, qui nous détend entre deux choses à faire. Comment on peut se préparer un bon repas puis se dire, bien, OK, j'ai juste 10 minutes debout, mais au moins ça va être savoureux et bon. Fait que des fois, c'est dans des petits détails, là où on a du pouvoir, quand on disait tantôt, c'est comment... dans cette limite de temps-là, je peux quand même m'accorder des moments de pleine conscience. De pleine conscience qui nous rappellent que la vie, c'est aussi ça. Tu sais, savourer un repas, écouter une belle musique, respirer pour un peu pas se déconnecter de soi. Puis c'est de voir aussi quand on est dans la relation avec le patient, comment on peut être justement dans la relation avec le patient, puis pas dans la performance que ça l'amène, tu sais, aussi des fois, je sais pas jusqu'à quel point c'est possible ou pas ce que je dis là en ce moment, comme... je pense que ben, en fait, moi, j'ai tenté d'appliquer ces trucs-là, puis je pense que justement, le sens était tellement plus là que même si j'appliquais ces conseils-là, c'était pas suffisant pour moi, mais définitivement, moi, j'y crois à 100%, puis même... Tu sais, quand on parlait avec Steven Palanchuk dans notre autre épisode là, sur son podcast « Soigner jusqu'à se briser », c'est un peu ça qui, en fait, que lui, je pense qu'il fait rester en médecine. Tu sais, il dit à chaque patient que je vois, j'essaie vraiment de me connecter à lui, puis il va vraiment chercher la connexion qui fait le plus de sens pour lui, puis pour lui, ça fonctionne. Fait que, puis même, il disait... J'avais l'humour aussi, hein? Oui, il riait avec ses collègues sur... J'avais trouvé ça sympathique, Vraiment, puis même, j'ai écouté un autre épisode qu'il a fait avec quelqu'un d'autre, puis il disait juste le soir, avant d'arriver chez lui, il prenait 5 minutes dans son auto juste pour faire des respirations, puis de dire, je me permets un moment de transition entre le travail puis la maison, puis c'est pas long, là, c'est 5 minutes, mais t'es juste là tout seul dans ton auto à respirer, ça peut être suffisant pour justement créer une coupure, puis juste dire, OK, là, je laisse la job à job, puis je rentre à la maison avec la tête plus légère. Oui, se reconnecter, tu sais, dans le fond, se reconnecter à ça. Puis c'est super bon ce que tu dis, Maud, parce que toi, en fait, c'est le fait d'avoir fait ça et que ça n'a pas été suffisant, que ta réflexion, elle s'est poursuivie sur, ben peut-être que c'est moi dans le contexte qui marche pas. Tu sais, que dans le fond, j'aurais beau essayer plein de choses, c'est par rapport à ma capacité mes valeurs, ce que je recherche dans une profession, ben je suis arrivée à la conclusion que c'est ailleurs, tu sais, c'est ailleurs ma place. Fait que des fois, d'essayer ces choses-là, ça peut marcher comme Steven. Puis des fois, quand ça marche pas, c'est peut-être OK, mais dans le fond, ben peut-être faut que j'aille plus loin dans ma réflexion, de me dire c'est peut-être ailleurs finalement mon sens là. Vraiment. Fait qu'en adoptant des nouvelles stratégies, tout ça, on se découvre dans le fond. C'est là qu'on approfondit nos réflexions. Puis c'est là qu'on se dit, est-ce que ça répond bien ou
est-ce qu'il y a une réponse au traitement ou non, sans faire de jeu de mots avec notre jargon médical, mais c'est un peu ça, c'est quoi, OK, non, tu tentes quelque chose, ça fonctionne pas, ben qu'est-ce que j'ai à comprendre de tout ça, tu sais, puis toujours évoluer dans ces questionnements-là, tout en essayant des nouvelles stratégies. C'est vrai que c'est ça qui est arrivé pour toi, là. Vraiment, puis là, je vois le temps qui file, fait que j'aurais juste le goût de te poser une dernière question. Dans le fond, toi, tu as côtoyé beaucoup d'étudiants au secondaire, puis déjà, je pense que le stress de performance ou le désir d'atteindre des métiers là, comme médecin, même je pense au droit et tout ça, tu sais, je pense qu'il y a des jeunes là, à cet âge-là qui ont ça comme rêve. Puis je me demandais en fait, parce qu'il y a beaucoup de jeunes personnes qui rentrent au cégep puis doivent choisir c'est sciences de la nature, sciences humaines et tout ça. Puis c'est très tôt quand même pour faire des choix alors que tu te connais quasiment pas. T'aurais-tu des conseils à leur donner s'il y a des personnes qui nous écoutent puis qui envisagent la médecine, ou juste de dire qu'est-ce que tu peux te poser comme question pour choisir la chose qui te correspond réellement, dans le fond? C'est une super bonne question parce que oui, tu sais, au secondaire, mon expérience à l'école où j'étais, c'était très valorisé, tu sais, d'aller en médecine, puis c'était un idéal à atteindre. Puis cet idéal-là, c'est comme s'il venait rassurer la personne de sa valeur, tu sais. Je m'en vais en médecine, tu sais, j'ai réussi quelque chose, j'ai accompli quelque chose, puis c'est très fort, la médecine, chez les jeunes du secondaire. Et à ça, quand on choisit une profession, il faut pas oublier qu'on choisit les tâches, mais on choisit le contexte aussi qui vient avec. Puis c'est important de regarder les deux, parce que les tâches peuvent être intéressantes, mais le contexte doit être analysé aussi, fait que dans le sens où, tu sais, dans le cas de la médecine, il y a des tâches et il y a un contexte. Et le contexte, dans votre cas, c'est le contexte qui a été souffrant, plus que les tâches, finalement. C'est comment la profession se pratique au Québec. Fait que je dirais, s'il y en a qui sont en train là, de faire cette réflexion-là, c'est de ne pas négliger le contexte. Et ça, c'est de... Comment on peut le savoir quand on n'a pas vécu d'expérience, c'est difficile, mais c'est pour ça que le mentorat, c'est tellement important, tu sais, d'aller parler à des gens qui font la profession de médecin, de demander conseil, d'aller à l'hôpital, voir comment on se sent dans un hôpital, comment... Tu sais, ça peut être juste se promener à l'hôpital sans avoir de rendez-vous, là, juste, c'est-tu un environnement, le rythme, de voir les appareils, de voir les gens en uniforme, c'est-tu comme hey, je me projette là-dedans, ou au contraire, mon Dieu, c'est étourdissant, il y a beaucoup d'actions, de voir des gens malades, on se sent comment, parce que, tu sais, la profession de médecin, c'est côtoyer la maladie à tous les jours, tu sais, finalement, les gens, quand ils viennent vous voir, c'est pour ça, et donc, est-ce que je suis confortable? C'est pas... La médecine, c'est pas juste un revenu, c'est pas juste un statut, c'est aussi... accompagner les gens qui sont dans une souffrance puis une vulnérabilité. Fait que, tu sais, ça, il faut voir si on est confortable avec ça aussi. Mais, tu sais, quand on est jeune adolescent puis qu'on prend cette décision-là, c'est se demander pourquoi. C'est quoi la raison? T'sais, est-ce que la raison, c'est la vocation de la profession? Est-ce que la raison, c'est la sécurité de la profession, le statut de la profession? Puis, tu sais, c'est pas facile de démêler ça quand on a 16 ans. Non. Mais d'où l'importance d'être accompagné, encore une fois, dans sa réflexion. Puis, de ne pas oublier que c'est ça, il y a quand on regarde une profession, il faut trouver l'harmonie entre les tâches, le contexte, puis ses valeurs. Puis, pour ça, ben, des fois, il faut l'essayer aussi. Là. Dans votre cas, ça a été de l'essayer. Parce que quand vous étiez au secondaire, pour vous, c'était tout à fait logique et naturel, de par le fait que vous étiez des naturels bonnes à l'école, que vous aviez le côté empathique, que vous aviez un intérêt pour la santé. C'était hyper logique que vous choisissiez la médecine là, quand vous aviez 16 ans. Là. Puis c'était pas étonnant dans qui vous étiez comme jeune adulte. Puis ça a été de l'essayer aussi, puis de se rappeler que on a toujours le choix de changer. C'est que des fois, on vient que, tu sais,
on le voit comme un échec, le changement, mais pourtant, c'est un peu l'être humain, c'est ce qu'on veut, c'est évoluer, puis l'évolution passe par se connaître à travers l'expérience, se réajuster. Puis, fait que là, j'ai répondu vraiment longuement sur la question. J'espère que j'ai répondu à la question, finalement. Tellement t'as fait un bon tour, puis je pense que ça va être utile pour ne serait-ce les personnes qui veulent rentrer, qui sont dans ces questionnements-là, ou même aussi les personnes qui sont déjà en médecine puis qui se questionnent aussi. Puis je pense que ça va donner beaucoup d'outils, puis beaucoup de pistes de réflexion, puis surtout venant de la voix d'une CO qui a comme une expertise aussi là, dans tous ces questionnements-là. Là, moi, je trouve ça super intéressant, puis je suis sûre que ça va aider vraiment aux autres. Vraiment. Puis, en fait, je me demandais, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est où qu'on peut te rejoindre si on veut avoir de tes services. On pourra même les mettre aussi en dessous de notre podcast, là, dans les liens. Mais, comment on te contacte? Bien, en fait, on peut me contacter par mon site Internet que vous allez mettre en lien du podcast, c'est ça. Donc, et mes coordonnées sont sur mon site Internet avec mon adresse courriel. Donc, vous pouvez m'écrire ou m'appeler directement aussi. Puis, mon bureau, il est très près de... il est près des établissements scolaires, je dirais, des cégeps et des universités. Donc, pour ceux qui sont de la région de Québec, là. Donc, c'est accessible. Puis, donc, je dirais par mon site Internet où il y a mon numéro de téléphone. Est-ce que dans le fond, j'imagine que vous allez les écrire, fait que de le dire oralement, les gens, ils vont juste cliquer directement. Puis, on pourrait mettre aussi ton site Facebook. Oui, par Facebook aussi. T'as une page Instagram aussi, je pense? Oui, j'ai une page Instagram, LinkedIn, Facebook aussi, par mon site Internet, courriel, m'appeler. Tous les moyens sont bons, ça dépend de votre moyen de communication à chacun. Parfait. Ben merci beaucoup, Marianne, ça a été un plaisir. Merci, c'était vraiment intéressant, vraiment intéressant. Puis si en ce moment, tu sais, justement, vous êtes dans un inconfort, que ce soit avec moi ou n'importe quel professionnel, c'est bon, là, tu sais, mais je vous invite à ne pas vivre ça seul. C'est mon petit message de fin. Mais merci pour votre accueil, les filles. Merci à toi, puis à la prochaine.